Une petite vidéo pour la correction rapide ce soir du contrôle de l'histoire sur l'Orient ancien et sur Gilgamesh. Donc vous aviez un premier exercice qui s'appelle Je me repère, où on vous demandait dans un premier temps de colorier en rouge la Mésopotamie. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'on vous demandait de colorier la Mésopotamie et que la Mésopotamie. En fait, c'est la zone qui était déjà entourée ici. Le petit piège dans lequel il ne fallait pas tomber, c'était qu'il ne fallait pas aller colorier ici l'Égypte et qu'il fallait bien s'arrêter uniquement à la partie Mésopotamie qu'on avait vue en classe. Donc voilà, ça c'était sur un point. On vous demande ensuite d'indiquer la ville d'Uruk. Elle était déjà indiquée par un carré. Il fallait ici indiquer que c'était cet endroit que je suis en train d'entourer. Plus précisément, si vous voulez, je vais vous l'entourer de manière plus visible. Hop, voilà. Donc il se trouve que Uruk, c'était ici. Hop, c'était cette zone-là que vous deviez repérer et sur laquelle vous deviez donc noter ici à côté donc la cité d'Uruk. Et on vous demandait ensuite de rappeler que dans une carte, il y a toujours 4 éléments qu'on ne doit jamais oublier. Ces 4 éléments, donc on peut les rappeler, c'était un titre, toujours un titre à une carte, une légende, la direction de la carte et puis l'échelle. Donc l'échelle était déjà présente sur la carte, ici, bien sûr. On vous demandait de mettre un titre. Je rappelle qu'un titre se met toujours en haut d'une carte. Donc ici, on pouvait mettre comme titre, peu importe, la Mésopotamie à l'époque de Gilgamesh, l'Orient ancien, voilà, tout simplement. Ensuite, la légende, il fallait dans la légende bien mettre deux choses. D'abord, mettre ici, donc la légende se met toujours en dessous, je vous le rappelle, ou éventuellement sur le côté, mais de préférence en dessous de la carte. Deux rectangles qui devaient être indiqués. D'abord, un rectangle en rouge pour mettre ici donc la Mésopotamie, ce que vous aviez colorié en rouge. Et puis un autre rectangle pour indiquer donc un carré pour mettre la ville d'Uruk. Voilà. Il n'y avait pas énormément de choses à mettre, mais il fallait y penser. Et puis, toujours indiquer une petite flèche dans un coin, soit en haut à droite, soit en haut à gauche, pour mettre le nord, une flèche avec un N pour indiquer le nord de la carte. Donc j'avais mis 2 points pour ces 4 éléments, ce qui veut dire qu'il y avait un point pour la Mésopotamie coloriée, un point pour la cité d'Uruk, et puis 2 points pour indiquer les 4 éléments sur une carte. Ensuite, l'exercice 2, on vous demandait de raconter, donc de compléter l'épopée de Gilgamesh. La plupart d'entre vous, ça n'aura pas posé de problème. Donc, plusieurs possibilités. On vous dit Gilgamesh était un roi de la cité. Évidemment, il fallait donc indiquer ici d'Uruk. Cité d'Uruk. Hop, on peut le faire ensemble, si vous voulez. Il était fort et puissant, mais, alors là, on pouvait mettre plusieurs choses, méchant, ou féroce, ou surpuissant, etc. Pour lutter contre lui, les dieux ont alors créé le personnage d'Enkidu. Hop, si vous vous souvenez bien, ce personnage qui est à la fois mi-homme, mi-animal sauvage. Mais celui-ci finit par se lier d'amitié avec Gilgamesh. Tous les deux vont donc affronter de nombreuses épreuves. Alors il y avait plusieurs épreuves qui étaient possibles. Par exemple, comme tuer le taureau céleste. Il y en avait d'autres. Il y avait la destruction de la forêt sacrée, par exemple. Après la mort de son ami, Gilgamesh est triste et se rend compte qu'il risque de mourir et part donc à la recherche de l'homme qui détient le secret de... Eh bien, c'était le secret de la vie éternelle. Et vous rappelez que cet homme s'appelle Utnapishtim. Voilà, donc il y avait 5 mots ou 5 groupes de mots à trouver. Ça fait donc 1 point par groupe de mots. Ça fait donc 5 points possibles sur cet exercice. L'exercice 3 ensuite, on vous demandait de comprendre un document, enfin ici en l'occurrence 2. Donc vous aviez un premier texte où on vous dit je suis Ur-Nammu de la noble cité d'Ur. Je rappelle que la cité d'Ur était une cité juste à côté de la cité d'Uruk, en Mésopotamie. Du ciel, la royauté est descendue vers moi. Uta, le dieu du soleil et de la justice, a placé le mot juste dans ma bouche. Je suis le protecteur de la vie et de mon peuple. Je veille à l'abondance du bétail et à la fertilité des champs. Pour Nana, le dieu lune, j'ai construit un temple. C'est un extrait d'une tablette d'argile vers 2100 avant Jésus-Christ.
Puis vous avez une gravure, alors on verra après ce qu'on voit sur cette gravure qui date du 4e, 3e millénaire. Bon, Jésus-Christ, bien évidemment. Alors, on vous demandait l'auteur du texte. Donc, l'auteur du texte, s'il n'est pas cité en dessous, on nous dit à la première ligne, je suis Ur-Nammu, de la noble cité d'Ur, et on nous dit que du ciel la royauté est descendue vers moi. Il s'agit donc du roi de la cité d'Ur. Réponse donc pour un point. L'auteur du texte est Ur-Nammu, le roi d'Ur. La deuxième question, beaucoup d'entre vous ont été piégés pour cette question qui n'était pas un piège. Comment appelle-t-on le régime politique de la cité d'Ur? Donc, qui gouverne la cité d'Ur? On vient de le voir à la question d'avant, c'est un roi. Et donc, je rappelle que quand on a un roi, on appelle ça une monarchie. Nous avons vu le mot, on l'a écrit dans le cours et on a même écrit la définition dans le répertoire. Donc, on pouvait écrire. Et je rappelle qu'on fait des phrases pour répondre aux questions. Donc, on pouvait écrire qu'il s'agit d'une monarchie, je l'écris en gras. Je rappelle que une monarchie, c'est un mot qui vient du grec et qui signifie un roi. Mono, un, archi, roi, archos, roi, donc un roi, un point ici. Ensuite, quels sont les dieux de la cité? Là, je reviens dans le texte, donc c'est décryptage du texte. Je rappelle que la consigne, c'est je comprends un document. Eh bien, nous avons ici comme dieu Uta, le dieu soleil, on nous le dit, et on nous dit Nana, le dieu lune. Il y a donc au moins 2 dieux dans cette cité. On attendait donc comme réponse, quels sont les dieux de la cité? Uta et Nana. Et donc, question de cours, quelle est la religion de la cité? Comment s'appelle une religion où on a plusieurs dieux? Alors là, vous devriez tous le dire en même temps. Il s'agit du polythéisme. Nous avons plusieurs fois expliqué ce mot en classe. Donc poly, plusieurs, théisme, qui vient du mot théos, Dieu, donc polythéisme, plusieurs dieux. Quelle phrase du texte correspond à la gravure? Je vous demandais de la souligner. Alors sur la gravure, justement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des animaux, des vaches, des taureaux. On voit des épis qu'on peut penser être des épis de blé. Donc référence à l'agriculture et à l'élevage. Eh bien, regardez cette phrase, c'était celle-là. Je veille à l'abondance du bétail et à la fertilité des champs. Voilà la phrase qu'il fallait souligner ici rapidement. Je la mets en gras pour que vous la repériez. Je veille à l'abondance du bétail et à la fertilité des champs. Ce qui m'amène à la question suivante. Quelle est la définition du mot fertilité? Je rappelle que fertilité en ce qui concerne l'agriculture, c'est une terre fertile, c'est une terre sur laquelle les récoltes poussent bien, poussent facilement. C'est une bonne terre pour faire pousser les récoltes. Nous avons également la définition dans le cours et dans le répertoire. Sur quel objet que nous avons étudié en classe? On a vu la fête de la fertilité qui a lieu à Uruk tous les ans en l'honneur de la déesse Ishtar. Eh bien, il s'agit, rappelez-vous, nous l'avons vu en classe, hein, puis je vous avais même montré une vidéo que vous pouvez revoir d'ailleurs sur le blog d'Histoire Géo. Il s'agit du vase de Varka, je vais y arriver, Varka. Un point, toutes les questions étaient sur un point ici, et donc d'après ces deux documents, quelle est l'activité principale des habitants de la cité? L'activité principale, c'est ce qui revient sur les deux documents, le bétail et la fertilité des champs, ça s'appelle l'agriculture et l'élevage. Voilà, un point pour me dire que l'activité principale, c'est l'agriculture et l'élevage. Enfin, exercice 4, je décrypte les écritures. Donc, quelles sont les 3 raisons qui expliquent l'apparition de l'écriture? Rapidement, je vous rappelle que ces 3 raisons que nous avons vues en classe sont, premièrement, la communication. C'est parce que les hommes avaient besoin de communiquer de manière facile qu'on a inventé l'écriture, facile que l'oral. Deuxièmement, l'économie. C'est pour pouvoir faire des échanges, pour pouvoir faire des comptes. Rappelez-vous les tablettes que nous avions étudiées. Et enfin, pour affirmer son pouvoir, l'écriture étant aux mains des puissants, et en général du roi, et des scribes, comme nous l'avons vu en classe. Donc 3 points, 1 point pour chacune de ces 3 explications. Et enfin, donc, le tableau qu'il fallait compléter, on vous demandait le nom de l'écriture, sa date d'apparition et son lieu d'apparition. Alors rapidement, la première écriture, c'est le cunéiforme. La deuxième, c'est les hiéroglyphes, bien sûr.
glyphe, attention à l'orthographe. La date d'apparition, en ce qui concerne le cunéiforme, il s'agit de 3000 avant Jésus-Christ. Même chose pour les hiéroglyphes, je rappelle que la date est la même. Ces deux écritures sont apparues en même temps. Enfin, en même temps. Je rappelle que quand on met 3000 avant Jésus-Christ, c'est une période, ce n'est pas une date exacte, c'est vers 3000. Et puis le lieu d'apparition, pour le cunéiforme, c'est la Mésopotamie. Et puis pour les hiéroglyphes, nous l'avons vu également, il s'agissait de l'Égypte. Voilà. Il y avait 6 éléments à mettre dans le tableau. 6 éléments, ça fait 1 point par élément, ça fait 6 points. Il y avait 2 points comme d'habitude, hein, pour la présentation, le soin, la propreté, l'orthographe, la rédaction, si on fait des phrases, etc. etc. Et l'ensemble, vous faisiez une note globale sur 29 points. Alors, par souci de commodité, je vous ai mis la note sur 29 ici, et apparaît sur la première page ici, votre note sur 20, celle qui va apparaître dans le relevé de notes, quand vous allez sur internet pour voir vos notes. Je rappelle le calcul rapide et simple. Si vous voulez ramener votre note sur 20, il faut que vous divisiez votre note sur 29 par 29 et que vous la multipliez par 20, et vous aurez donc votre note sur 20, sachant que je vous ai arrondi votre note en général au demi-point, voire au point supérieur. Donc en général, vous avez gagné un petit peu, quelques petits points. Voilà pour cette correction de ce premier gros contrôle d'histoire de l'année.